Donc bonjour à toutes et à tous, je vous remercie d'être là. Pour l'instant, petit comité, mais j'espère qu'on va grandir en nombre au fur et à mesure. Je vous explique le principe de la journée, donc ça va être des conférences de 30-45 minutes à chaque fois, on prendra un peu de temps pour des questions publiques suite aux interventions des différentes personnes. Donc à chaque fois, il y aura 3 ou 4 intervenants. Dès que Julien sera là, on sera complet sur la première intervention. Ce qu'on va faire, c'est que on va commencer par une question, alors qui n'est pas forcément la question qui a été la plus populaire dans le sondage, mais qui était une question de bilan. On va commencer par une sorte de bilan de discussion sur l'état général, pourquoi on fait ça, et ça va déclencher ensuite certainement d'autres questions et on pourra y faire référence après dans d'autres sujets. Et donc 3 intervenants qui vont discuter de ce thème-là. Moi, pour le premier thème, je serai modérateur. Il y aura à chaque fois un modérateur qui sera là pour donner la parole aux différents intervenants au fur et à mesure, s'il y en a qui parlent moins que d'autres, de façon à ce que tout le monde puisse s'exprimer. Également pour rebondir, si jamais les intervenants ont terminé leurs questions, le modérateur sera là aussi pour rebondir sur d'autres sujets, puisque de toute façon il y a l'ordinateur où il y a toutes les questions à l'intérieur, et on pourra ainsi aller jusqu'au bout du sujet et éventuellement ne pas en sortir, puisque c'est aussi le rôle du modérateur de restreindre les débats à la question qui est posée. Donc ce que je vous propose, messieurs, déjà, ce qu'on va faire, c'est une présentation, puisque c'est important de présenter tout le monde. Je vais commencer par Jean-Marc. Donc Jean-Marc Covazza, qui est moniteur de canne de combat, qui est maintenant CQP même, qui a passé son CQP récemment. Il est également moniteur de canne italienne. Donc ça, si tu dois décrire plus en détail comment ça s'est passé, tout ça, ça pourrait être l'occasion de revenir dessus bientôt. Est-ce que j'ai oublié quelque chose sur ta présentation? Voilà. Ensuite, à sa gauche, Julien Falconet, donc qui est à la fois président de Canet Dragon, il est enseignant également à Canet Dragon, il est également membre de l'équipe technique régionale de la Ligue, donc il est notamment spécialiste dans l'arbitrage, et il est également vice-président du CNCCB, donc du Comité national de canne de combat et bâton, et donc il a un certain nombre de casquettes à son actif qu'il pourra revêtir au fur et à mesure. Donc messieurs, bonjour. Bonjour. Je vous propose de commencer par une question, une question bilan qui recoupe pas mal de choses déjà, mais on va essayer de recentrer sur comment donner envie aux gens de découvrir la canne, donc comment lui attacher une dimension actuelle, cool dans l'esprit du public, sans la dénaturer évidemment, qu'on peut ensuite décliner sur plusieurs autres sous-questions, puisque c'est assez transversal, et comme vous le verrez, il y a pas mal de questions qui seront transversales comme ça, notamment avec celle-ci, il m'a tout modifié. Donc quel public arrivons-nous à toucher le plus, pourquoi, est-ce qu'il y a les différentes pratiques aussi qui existent, donc faire une sorte peut-être d'état des lieux avant de se demander comment faire évoluer les choses, se dire aujourd'hui qu'est-ce que la canne et comment est-ce que vous la voyez. Jean-Marc Covazza. Oui, bonjour. Alors, je vais essayer déjà d'ajouter 2-3 points sur ma présentation pour que vous compreniez bien quelles sont mes influences et d'où j'aurais pu tirer quelques idées que je vais vous exposer ici. En plus, oui, donc comme Xavier l'a dit, d'être instructeur, moniteur de canne de combat, je suis instructeur de canne italienne. C'est une école qui est principalement basée à Milan et qui, à la différence de la canne de combat, est moins compétitive, plus martiale. Les coups sont portés, très peu armés, et nous, justement, c'est pas sur un dialogue, donc sur une visibilité qu'on base notre échange, c'est justement sur l'invisibilité et la surprise. C'est en ça un petit peu plus proche de l'escrime dans le style. Accessoirement, je suis pratiquant de Systema, qui est une méthode de self-défense russe,
mais qui, pour moi, a le grand intérêt de proposer des exercices de renforcement musculaire et de coordination qui, à mon avis, seraient très intéressants en canne de combat et que j'ai ajouté à mon entraînement de canne italienne. Et je suis d'une famille de capoeiristes et tout le monde pratique la capoeira chez moi, ce qui fait aussi certaines influences que vous verrez transparaître dans des solutions que je pourrais proposer pour pour l'attractivité de la canne de combat. Alors, j'ai justement sur cette question de qu'entreprendre pour faire connaître, pour développer, pour augmenter le nombre de pratiquants. J'ai fait à peu près, c'est 4 points assez simples, où je pose des questions et je donne une seule réponse. Après, à vous d'en trouver d'autres. Moi, je fais une proposition, le reste est ouvert. Le premier point que je dois développer ici, c'est une espèce d'autocritique. Parce qu'on ne peut pas se plaindre de l'absence de licenciés si nous-mêmes, on n'est pas conscient des failles, conscient de ce qui ne pourrait pas attirer, avant de le demander aux autres. Donc pour moi, le premier point, la première démarche, c'est de dire qu'est-ce qui, dans le style, dans le règlement, dans les exigences, fait que les gens trouvent, et ça c'est, je veux dire, de notoriété, enfin c'est un point de vue qui est absolument général, que la canne est superbe à voir, qu'elle est formidable comme spectacle, mais ils ne s'y inscrivent pas. Donc là, il y a un petit hiatus qui est absolument nécessaire de combler parce que comment quelque chose quelque chose qu'on trouve beau n'attire pas. En général, quand c'est beau, quand c'est intéressant, on s'y inscrit. Et là, c'est pas forcément le cas. Donc ça, pour moi, c'est une question très pratique, très très importante, qui vient en second d'une certaine autocritique. Il faut absolument faire remonter de la base ce qui gêne les canistes eux-mêmes dans leur pratique de la canne de combat. Ça, c'est un truc. Et pour l'instant, j'ai eu l'impression quand même que les décisions sont plutôt descendantes que remontantes. C'est-à-dire que le processus de réflexion, il vient de la tête et les gens acceptent les nouveaux règlements, les appliquent et s'ils ne les appliquent pas, de toute façon, comme le système est relativement compétitif, l'élimination se fait naturellement. Donc, prendre en compte la base, prendre en compte ce qu'elle dit, faire remonter, faire des questionnaires, que ce soit pour les moniteurs, et que ça remonte aux techniciens. Et à la fois en ce qui concerne les règlements, ça c'est une chose, mais m'inspirant des autres pratiques, aussi qu'est-ce qui fait qu'un caniste est fier d'être caniste. Il n'y a pas uniquement un règlement, un affrontement, une opposition, machin truc, une pratique. Il y a en dehors de l'exercice, en dehors de la salle, pourquoi on est fier d'être caniste. Un capoeiriste, il est capoeiriste toute la journée. Un rugbyman est rugbyman toute la journée. Pourquoi un caniste n'est pas caniste toute la journée? Sachant que, en dehors des périodes où il s'entraîne, il est le vecteur de communication le plus important. Ça, c'est absolument général. Les judokas font la promotion du judo partout. Je ne parle même pas des capoeiristes qui sont habillés en capoeiristes en permanence, qui ne parlent que de ça, qui écoutent de la musique, qui le soir vont dans les soirées de capoeiristes, etc. Donc ils sont un vecteur de communication gratuit et exponentiel. Donc voilà. Ça, pour moi, c'est un point qu'il faudrait éclaircir chez les canistes. Ensuite, mon deuxième point, c'est sur la médiatisation. Bon, la médiatisation, malheureusement, aujourd'hui, elle est dépendante du budget, mais pas uniquement. Je me base aussi sur d'autres pratiques sportives. Je reviens à la capoeira parce que pour moi, c'est un argumentaire publicitaire massif. Les capoeiristes se font connaître par des spectacles et ce qu'on appelle des rodas de rue, c'est-à-dire des affrontements en rue. Et ce, avec un public qu'eux-mêmes amènent. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qui pourrait être très très riche pour la canne. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des assauts de rue? Mais ça induit un certain nombre de choses. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se promener avec sa protection complète. Ça ne va pas être possible. Ensuite, il est difficile d'avoir un juge-arbitre. Donc il va falloir aussi créer d'autres modes d'échange en canne, sachant qu'ils ne sont pas du tout antinomiques, ils ne sont pas du tout éliminatoires pour la compétition. Mais, par exemple, moi je propose des assauts de rue avec des protections au minimum et un arrêt à la touche, par exemple, ou une touche reconnue par celui qui vient de la subir. Et pour moi, ça change complètement la mentalité de l'assaut.
C'est-à-dire quand les élèves, et moi c'est ce que j'applique dans mon cours, quand c'est l'élève ou le pratiquant touché qui reconnaît être touché, il n'a plus du tout le même point de vue sur son échange. Il reconnaît la qualité de l'adversaire. Il n'en est pas blessé et il essaye de faire aussi bien que lui. Donc ça crée une ascension, une augmentation de la qualité de l'échange qui est induite par cette relation nouvelle. On n'est plus dans la compétition, on est dans la coopération, mais la vraie coopération. C'est-à-dire que je prends un point, je reconnais ce point, je reconnais la beauté de ce point, donc pas uniquement le fait de je me suis fait toucher par surprise et ça fait un point de plus et je gagnerai à la fin. Non, je me suis fait toucher de belle manière et je reconnais cette belle manière. Dans l'assaut de rue, on peut aussi dire que le public est arbitre. C'est-à-dire que le public, petit à petit, va se cultiver à la belle touche, à la belle manière, et encourager cette belle touche et cette belle manière. Là, on est aussi dans l'assaut de style. Et ça, quand c'est dans la rue, c'est visible, les gens posent des questions, et encore une fois, le caniste, il est vecteur de sa communication, et il est un outil de communication en lui-même, quoi. Et on n'est plus dans des compétitions enfermés dans des gymnases. Comme les gymnases sont fermés, on est dépendant d'une communication qui évidemment dans notre monde, elle est payante. Donc c'est un cercle vicieux. Donc voilà, le deuxième point, c'est après l'autocritique, c'est comment faire connaître la canne par des moyens à disposition des canistes. Donc si on résume un peu les points que tu viens d'évoquer, il y a deux communications, à la fois la communication interne aux pratiquants, c'est-à-dire que tu envisageais de mettre en place des sondages et donc de faire remonter l'information, et une deuxième communication qui sera une communication plus externe, que en fait on sort, comme tu disais, des gymnases et que on pratique un peu plus de manière libre à l'extérieur. Ce qui se fait déjà quelquefois des pratiquants qui, je me rappelle au début quand on a commencé, on n'hésitait pas à aller s'entraîner dans un parc, dans un bois, à quelques-uns, et puis faire des entraînements un peu comme ça clandestins à l'extérieur. Oui, c'est clandestin, c'était pas intégré à la pratique. Oui, voilà, mais c'était à part, effectivement, on n'était pas dans les gymnases. Voilà. Il y a des sports où c'est traditionnel, c'est ancré dans la pratique, et la pratique l'encourage avec tout un tas de périodes clés, Noël, Nouvel An, etc. Et c'est reconnu comme tel. Et je pense que ça peut être très très riche. Alors c'est intéressant. Alors j'en profite. Julien Modelin vient d'arriver, donc je te présente au passage. Bonjour Julien. Julien donc qui est enseignant également, moniteur SCQP de canne de combat à la Rose Couverte, qui est également futur instructeur de bâton de Joinville. Est-ce que j'oublie quelque chose dans ta présentation? Alors, je propose sur les propos de Jean-Marc, on va peut-être passer à Julien Falconet. Est-ce que tu as quelque chose à dire, donc à la fois sur le thème et éventuellement rebondir sur ce qu'a dit Jean-Marc? Oui, alors je vais pas rebondir parce que sinon je crois que tu avais un troisième point que tu voulais aborder. Donc sur la question, du développement de la pratique et notamment les dimensions d'esprit de la canne, de dimension cool de la canne. Moi, c'est effectivement un thème sur lequel j'ai pas mal réfléchi aussi, et une de mes conclusions, c'est, alors peut-être sur la question de l'autocritique, ou en tout cas de la critique, c'est il nous manque un imaginaire puissant. Quand je regarde les autres sports de combat qui ont fait école, ou qui en tout cas semblent avoir réussi à se développer de manière cohérente et conséquente dans l'imaginaire des gens, on a des sports qui ont très souvent, par exemple, une cinématographie. Si on prend le kendo, on a tous les films de samouraï. Si on prend la boxe, qui est plutôt l'anglaise d'ailleurs que la française, mais la confusion est suffisante pour que les gens distinguent généralement pas, on va avoir tous les Rocky. Si on prend le kung-fu, on va avoir tous les Bruce Lee, puis les Jackie Chan, etc. Donc on a effectivement dans la canne un problème, à mon avis, d'avoir un imaginaire qui est porteur de manière claire, parce que après on a des guerres entre des gens qui voudraient ne le laisser que strictement rattaché aux brigades du Tigre, avec une cohérence historique que je connais mal mais qui me paraît éventuellement discutable, ou alors carrément le rattacher à des choses dont dès qu'on regarde que
techniquement, ça marche pas si bien que ça comme le sabre laser, où on voit bien, quand on sait lire un combat, qu'il y a des dynamiques, même s'il y a des dynamiques qui ressemblent dans la volte ou dans des choses comme ça, il y a aussi des effets qui sont très différents. Donc pour moi, au niveau des questions que pose le développement et l'établissement d'une image dans l'imaginaire des gens, on a un problème avec la CAN. Voilà. Et ça, à mon avis, c'est un état de fait. Je pense que c'est quelque chose sur lequel on a manqué de réflexion. Donc, du coup, effectivement, les pistes que propose Jean-Marc d'aller chercher dans d'autres sports, comme la capoeira que je connais pas du tout, donc je te crois sur parole. Oui, on voit bien qu'il y a des choses qui sont intéressantes dans cette direction-là. Moi, pour l'instant, la piste la plus cohérente que j'ai vue, qui serait à la fois respectueuse d'un certain passé historique et à la fois potentiellement moderne dans sa création, c'est-à-dire qui pourrait être utilisé dans des créations modernes, c'est effectivement ce qu'on a vu ces dernières années dans les salons sur lesquels on a intervenu, qui est tout le développement du mouvement steampunk, qui est esthétiquement extrêmement proche du 19e siècle, donc de nos racines, et à la fois qui essaye de le retravailler d'une manière très moderne et qui est très productrice, enfin cette mouvance-là est très productrice de fiction et d'imaginaire moderne. Voilà, ça c'est un peu sur la question de ce qui était, enfin ce que tu disais, cool, c'est-à-dire aussi dans l'air du temps, c'est-à-dire aussi quelque chose sur lequel, pour moi, je l'ai interprété comme un levier imaginaire sur lequel on peut essayer de s'appuyer pour aller présenter la CAN d'une manière qui fasse envie, au-delà simplement de la pratique ou de quelques extraits d'assaut ou de démos qui ont l'air effectivement sympas, mais qui ne permettent pas toujours aux gens de sauter le pas. Sur la question de sauter le pas, je pense qu'effectivement il y a une critique à faire. Je remarquerai juste que dans plein de domaines, il ne suffit pas que les gens soient cool pour qu'ils décident d'aller transpirer 3 heures par semaine. Voilà, c'est juste que ça, c'est un problème qu'on a et qu'on a dans tous les sports et qui existe partout. Donc toi plutôt, donc l'approche que tu mets en avant, une des approches que tu mets en avant, c'est rattacher la pratique à un imaginaire. Ouais. C'est ça, hein. Je pense qu'il nous en manque un et que d'une manière ou d'une autre, il faudra qu'on en ait un si on veut à certains moments passer certains seuils. D'accord. Alors, est-ce que donc Julien Modelin sur comment faire en sorte que la pratique soit attractive, qu'est-ce que toi ça t'évoque? Est-ce que ce que Julien te parle aussi, Julien Falconet te parle aussi, ou est-ce que pareil, et est-ce que éventuellement tu veux rebondir sur ce que disait Jean-Marc sur la communication et quels que soient ses biais? Alors pour Jean-Marc, j'ai pas tout en tête à présent. Par contre, sur ce que disait Julien, ouais, effectivement, je pense qu'il faut améliorer cette dimension, on va dire imaginaire chez les gens, cette dimension, on va dire cool et appétante, quoi. Mais je pense que après, en dehors du seul Brigade des Tigres, il y a quand même déjà tout un patrimoine, et une élégance et un historique qui est présent, ne serait-ce que dans l'histoire de France, par l'histoire du compagnonnage et toute l'historique qu'on peut trouver par exemple sur le bâton de Joinville, sur toute la littérature aussi, où on peut voir des traces de la CAN. Donc je pense que c'est déjà là, qu'il suffit juste d'aller chercher un peu et de le développer. Enfin, je sais que mon professeur a fait ça sur son site, hein, il a beaucoup de contenu. Donc je pense que c'est tout à fait exploitable. Après, effectivement, c'est peut-être à adapter au monde d'aujourd'hui, parce que c'est vrai que le steampunk, par exemple, c'est déjà assez... Enfin, moi, j'ai remarqué que c'était déjà assez en place, et que c'est déjà assez structuré. Je crois qu'il y a pas mal d'associations, etc. Après, voilà, effectivement, c'est difficile de dire si c'est ça qui va attraper plus ou moins les gens. Donc je pense qu'il faut de toutes les manières diversifier au maximum sur ce sujet-là. Oui, sur ce point de la diversification de l'image, je pense que c'est très important. Si on choisit si on choisit de manière discrétionnaire une image, un style, un environnement, automatiquement on sélectionnera
un univers, on sélectionnera un milieu de recrutement des pratiquants. Ça, c'est, je veux dire, et est-ce que ce milieu de pratiquants est un milieu sportif? Là, c'est le problème. Si les gens qui ont tel imaginaire pratiquent pas du tout le sport, on va avoir une canne de combat considérablement ralentie, on va dire. Donc, après, est-ce que la canne de combat doit avoir une image unique? Par exemple, les pratiquants aujourd'hui des sports un peu plus, comment dire, un peu plus aux rencontres un peu plus appuyées, comme la boxe anglaise, elles recrutent dans des endroits où les gens ont l'habitude de prendre des coups, où les gens ont l'habitude de pousser les efforts de manière un peu violente. Donc, par exemple, je donne juste un truc. Peut-on recruter avec une image précise dans des MJC de banlieue, par exemple? Où là, de toute façon, on est assuré de trouver des vrais sportifs, hein, des gens qui ont l'habitude et qui ont besoin de se défouler. Donc, est-ce qu'une image unique est pas un peu sclérosante ou difficile ou... De toute façon, il y a peu de... Chaque club, de toute façon, apportera sa propre touche. Il y a peu de... Il y a peu de chances que ce soit intéressant de effectivement se limiter à une seule image, ne serait-ce que parce que c'est réducteur, parce que ça va attirer des publics différents. Je repense à une discussion qu'on a eue il y a pas très longtemps justement sur cette question d'image, qui après pourra découler sur beaucoup d'autres discussions, mais c'était une discussion qu'on avait eue donc à une réunion de délégués techniques avec Thierry Mardargent. Et où il disait pour la CAN, en fait, c'est bien qu'il y ait beaucoup de spécialités, de beaucoup de choses qu'on puisse faire, mais par contre, à son sens, la CAN souffre d'une image qu'on pourrait transmettre directement au public, et plutôt que de dire au grand public, voilà, il y a un panel de 40 sous-disciplines, là où le grand public justement va s'y perdre, c'est montrer une image qui soit l'image comment dire, principale, une image pas forcément principale, mais juste représentative pas de tout, sans que ce soit un melting pot, mais juste quelque chose qui guide le grand public vers ce que va être la CAN, qui le renseigne directement en disant tiens, je vois ça, c'est de la CAN. Quand on voit on parlait de capoeira tout à l'heure, quand on voit une silhouette de capoeiriste, on sait quasiment tout de suite que c'est de la capoeira. Quand on voit un boxeur avec les gants, on identifie tout de suite, on dit ça c'est de la boxe. Quand on voit un escrimeur avec son arme aussi, il y a assez peu de doute qu'on se dise c'est du kendo. Donc c'est pour lui, voilà, il y a une recherche à faire du côté de cette image-là, de cette image qui rassemble tout. Et en fait, à partir de là, on était, ce sur quoi vous allez peut-être pouvoir rebondir après, on était parti sur l'idée d'un tronc commun, c'est-à-dire que d'un tronc commun de toutes les pratiques qui puissent ensuite mener vers toutes les spécialités, mais qui soit également représentative de l'image de la CAN, avec un grand I et un grand C éventuellement. Est-ce que Julien Falconet, ça t'évoque quelque chose? Alors, effectivement, moi je suis aussi très intéressé par la richesse dans la CAN, mais je suis déjà pratiquant. Et justement, moi, ça fait partie des choses qui m'intéressent, c'est que, étant déjà pratiquant, ayant déjà exploré certaines des voies qu'il y a dans la CAN, je trouve effectivement très intéressant, après 10 ans ou 15 ans de pratique, ou même plus, ça dépend comment on compte, de me dire, il me reste encore plein de trucs à découvrir. Par contre, m'étant un tout petit peu posé des questions de communication, bien que ce ne soit pas mon métier, mais dans le cadre de mon métier, des images trop variées, ça donne souvent une image floue. Souvent, quand je m'adresse à un client, quand je fais un site web, je lui dis c'est quoi votre public? Et il me dit je veux tous les publics. Et je sais que ça va poser problème. Donc, il ne s'agit pas de scléroser la CAN, mais effectivement, en termes de communication, plus l'image qu'on donnera sera nette, plus on y gagnera. Alors la question c'est, est-ce qu'il est possible de donner une image nette de la CAN en proposant des pratiques et des variations trop importantes? Voilà, c'est peut-être là-dessus que je pose la question. Bien sûr, si on fait une communication qui est nette, on va sélectionner un public. Ça, c'est vrai. Mais est-ce qu'il ne faut pas sélectionner un public
pour pouvoir en sélectionner un autre, plutôt que de jamais en sélectionner et de risquer finalement de pas avoir de public du tout. C'est une question, hein, moi j'ai pas de réponse absolue là-dessus, mais c'est ce qui m'inquiète dans l'idée de la tout-diversité en termes de communication, parce que même si on peut aller dans la rue, à un moment dans la rue, c'est quand même une communication qu'on va devoir donner. Et voilà. Mais après, je vais répondre à ça déjà. Justement, sur ce point, on a abordé la question de la boxe. Les gens voient des boxeurs à partir du moment où ils ont vu un gant de boxe. Faites un sondage si devant un assaut de boxe française, les gens n'y verront absolument pas, ne verront absolument pas si c'est du kick, du full ou de la boxe française. Donc, en l'occurrence, et a fortiori si c'est de la boxe anglaise, s'il n'y a pas les points, s'il n'y a pas les jambes. Donc, le seul gant permet de définir pour aujourd'hui, pour le grand public, la boxe française. Donc, pourquoi pas une canne pour définir toutes les cannes? Alors, pour moi, parce que la canne n'a pas Rocky, globalement. Et que donc, comme il n'a pas Rocky, c'est pas le gant de boxe qui fait la canne, qui fait la boxe, à mon avis. Et tu le dis très bien quand tu dis qu'en réalité, les gens, ils voient un gant de boxe, c'est de la boxe, que ce soit de la française, de l'anglaise, etc. Ils sont pas capables de faire la distinction. Ils vont autant trouver ça bizarre qu'il y ait des pieds. Mais moi, j'ai l'impression que la française, notamment, bénéficie aussi des effets de mode très puissants qui ont accompagné tout le développement d'un cinéma qui tourne autour des sports de combat. Et en particulier de Rocky, par exemple. Et que c'est pour ça que c'est pas grave. Donc on continue sur l'image de la canne. Julien Modelin. Ouais. Donc pour rebondir à ce qu'avait dit Julien et Jean-Marc juste avant, et aussi pour ajouter peut-être quelque chose. Pour moi, la canne, effectivement, il y a un côté uniforme qui doit être délivré au public, je trouve, personnellement. Et je pense que ça doit correspondre aux fondamentaux et vraiment aux valeurs techniques de notre sport qui sont assez reconnaissables, je trouve. Le développement complet du bras attendu, le principe d'efficacité. Ça, c'est assez reconnaissable, je trouve, déjà. Pour le grand public ? Je pense que quelqu'un peut faire la différence, par exemple, entre le développement bras tendu, avec l'amplitude, etc. C'est quand même assez spécifique. C'est vrai, mais est-ce que tu penses que quelqu'un qui ne pratique pas la canne a la capacité de le reconnaître ? Parce que moi, je connais mal l'escrime, mais j'en ai fait quelques mois suffisamment pour voir les fondamentaux. Et quand je vois un combat d'escrime dans les films, je vois que les fondamentaux, pour toute une partie, ne sont pas respectés, par exemple. Mais j'étais pas capable de le faire avant de le pratiquer. C'est juste cette question-là. En canne, je pratique depuis trop longtemps pour essayer de deviner ce que les gens qui pratiquent pas comprennent ou pas. Mais je pense que si on veut s'adresser au grand public, qu'on a des fondamentaux en canne, ça j'ai pas de problème. Ça on est tous d'accord, on est tous techniciens dans la salle et on les trouvera. On pourra se battre sur est-ce que l'un est plus fondamental que l'autre, mais ça restera des guerres de spécialistes. Par contre, pour rejoindre sur la question dont on discutait tout à l'heure, le fait que par exemple le gant de boxe permette de reconnaître la boxe, que la canne permettrait peut-être de reconnaître la canne. Encore faut-il que la canne soit identifiée comme une canne et pas comme un sabre, pas comme une épée en bois ou quelque chose comme ça. La question, est-ce que vis-à-vis du grand public, cette notion de logique interne de l'arme, cette notion de bras déployés, cette notion de touche, etc., est vraiment suffisante pour créer dans le grand public, qui est notre principale source d'adhérents futurs, on va dire, une reconnaissance. Voilà, c'était une question peut-être. Après, moi je peux difficilement faire mieux que toi par rapport au fait de savoir si les gens qui pratiquent pas peuvent le décoder ou pas. Mais ce que je pense, c'est que a priori, ça devrait être le cas. Enfin, ce que je veux dire, c'est que si on la pratique le plus correctement possible, le plus purement possible, et qu'on respecte tous les fondamentaux, normalement, ça doit transpirer un minimum. D'accord. Je pense. Voilà, ça doit se voir quand même, ça doit se reconnaître. Donc, voilà. Alors c'est délicat parce qu'on pourrait y revenir après. Il y a beaucoup d'autres pratiques, donc dont Jean-Marc par exemple est le représentant, mais il y en a beaucoup d'autres. On peut imaginer la canne Lafont. Il y a Jean-Luc Mordray qui pratique aussi une méthode qui est basée sur la fédérale, mais avec d'autres inspirations à l'intérieur.
du coup, l'image de la canne va dévier vers qu'est-ce que la canne en elle-même, vu que la pratique comme la méthode Lafon ou la canne italienne n'ont pas cette armée au fond, ou le développement complet du bras. Alors, est-ce qu'on considère que c'est autre chose que de la canne, ou est-ce que on s'est intégré aussi dans la pratique, sachant que en plus ils utilisent les mêmes armes que la canne fédérale, et que les méthodes sont quasiment compatibles, c'est-à-dire qu'on peut imaginer faire des rencontres interstyles où il y a de la canne italienne contre de la canne fédérale, ce qu'on a déjà fait, et qui fonctionne finalement sans que on doit s'adapter évidemment, mais ça reste cohérent en fait dans la pratique. Donc la question de qu'est-ce que la canne, ça on pourra revenir dessus. Oui, alors Jean-Marc Ovazza. Juste un petit point, justement sur ce qui se fait ailleurs, en Italie où il y a beaucoup plus d'écoles de canne qu'en France, où les spécialités sont régionales, où il y a moins de pratiquants par style de canne, et régulièrement il y a ce qu'on appelle des rencontres interstyles avec des règles de base prédéfinies et très simples qui permettent à tout le monde de s'exprimer. Et je pense que pour le profane, la canne de telle région ou de telle autre, c'est exactement la même chose. Il y a juste le pratiquant qui s'exprime de manière différente, mais l'outil est le même, la protection est le même. Le masque est important, je pense, pour la visibilité. Un masque ou un autre, mais le fait d'être masqué rend visible. Mais en tout cas, ailleurs, en Europe, il y a des compétitions interstyles et tout le monde dit que c'est de la canne en général et pas... voilà. D'accord. Est-ce que l'un d'entre vous veut réagir sur ce point-là, Julien Modelin? Ça, c'est une question pour moi qui est comment dire, qui va succéder au fait que pour moi, quand même, la canne française reste la priorité. Puisque finalement, les autres styles vont aussi s'adosser à la canne française. Enfin, c'est comme ça que je vois le truc. Et après, en dehors de ça, il y a, par rapport aussi au public, dont on avait parlé, etc., je pense qu'il y a tout ce qu'il faut dans la canne, par sa richesse, son élégance, le patrimoine qui y est lié, que ce soit historique, en termes de spectacle, en termes même identitaires, en termes d'exigence aussi, parce que ça peut être très bien loisir, compétition, on peut toucher des enfants, des personnes plus âgées, on a vraiment tout ce qu'il faut pour aller vers tout le monde. Et notamment, nous, on a remarqué notamment un bon vecteur de développement, ça serait notamment les familles, les enfants et leurs parents. D'accord, on reviendra peut-être sur justement le public, parce qu'il en était question tout à l'heure beaucoup sur justement quel est ce public, et on reviendra aussi sur la question de comment toucher ce public éventuellement au-delà de l'image, après d'une manière un peu plus concrète justement. Mais finalement, je réagis à ce que tu dis, mais l'approche que tu proposes là, finalement, on peut très bien la calquer sur la canne Lafon, qui pourrait très bien avoir une approche ludique, des compétitions, une exigence technique, une esthétique, parce que quand on les voit faire une démonstration, c'est esthétique, c'est classe. Et donc finalement, toute l'image de la canne en elle-même, de la classe que peut revêtir la canne, on la retrouve totalement, par exemple, dans la canne Lafon. Oui, mais je suis d'accord. Pour moi, ça s'entrechoque pas. C'est juste que pour moi, il y a une priorité à mettre sur la canne française, parce que c'est le nerf de la guerre pour moi. Enfin, c'est ça la base, quoi. La canne française, le bâton, tout ce qu'on peut faire à partir de là, avec double canne, canne simple, tout ce qu'on peut développer à partir de là, qui est extrêmement riche. Et ensuite, évidemment, il y a plein d'autres styles, ouais, bien sûr. D'accord, bon, on reviendra sur les autres pratiques après. Ah, Julien Falconet. Oui, alors, je sais pas, j'essaie de remettre un petit peu, parce qu'on est parti, tu es parti sur un exposé très construit, après on a un peu rebondi sur tout ça. Quand on parle du public, je pense qu'il faudrait aussi qu'on s'entende sur de quoi on parle. Est-ce qu'on parle du public qui ne connaît pas du tout la canne, et comment est-ce qu'on fait pour l'atteindre? Ça, c'est une première question de communication. Monsieur, vraiment les gens qui n'ont jamais entendu parler, comment on la présente, comment on la présente pas. Est-ce qu'on parle du public qui en a déjà entendu parler et qu'il faudrait maintenant se convaincre de s'inscrire en club pour venir pratiquer?
pour s'inscrire en club, ou en tout cas pratiquer, peu importe le mode de pratique. Est-ce qu'on parle des gens qui en font, mais qui se réinscrivent pas l'année d'après, ou qui arrêtent de venir en cours d'année? Ce qui est aussi une piste. Je sais pas, ce serait intéressant qu'on fasse un tour sur les clubs qui sont présents pour voir quel est le taux de turnover. Alors justement, Julien, si je peux t'interrompre, si Il y a pas on... le temps, hein. Ah, si, Vas-y. oui, c'est ça. On reviendra sur le public. Oui. Donc je vous propose, est-ce que vous avez encore des choses à dire sur l'image de la CAN, sur la question première, l'image en tant que telle de la CAN? Sur l'image de la CAN, oui. Je pense qu'à un moment, il faut qu'on se pose la question, est-ce qu'on souhaite que la CAN se transforme pour être capable d'avoir plus d'adhérents? Ou est-ce qu'on cherche à trouver une manière de convaincre que ce qu'on fait, c'est ce qu'il y a de mieux et qu'il faut que tout le monde pratique? C'est deux postures qui sont discutables. Enfin, moi, je pense qu'il faut, en tout cas, quand on y réfléchit, être prêt à voir toutes les postures. Voilà, faut juste, et peut-être ça, on peut travailler dans les deux, puis voir ce qu'on peut espérer dans un cas et dans un autre cas. Voilà. C'est sûr que si on arrivait à avoir un imaginaire, un package, je dirais, film, Star Wars, peu importe, en disant voilà, la CAN c'est ça, et tous les gens qui ont vu tel film, ils savent ce que c'est que la CAN, on serait plus fort. On aurait en tout cas une force qui ressemblerait à celle de Rocky, à celle de donc l'anglaise, même si je pense que les autres box en bénéficient. Et donc on voit bien qu'en spécifiant un sport, en condition de bien marquer les critères de communauté, ben on peut en faire bénéficier d'autres sports. Après les films de samouraï, les films de mousquetaires, les films de... Est-ce que l'escrime qu'on voit dans les Trois Mousquetaires, c'est une escrime qui a une réalité historique ou même olympique? C'est pas sûr, mais on a quand même réussi à introduire ce qu'il faut pour que les gens fassent tilt et éventuellement aillent s'inscrire en club, mais j'ai pas de... Il faudrait des statistiques peut-être de la Fédé d'escrime pour savoir quel est l'impact des films sur leur taux d'adhésion. Alors, Jean-Marc Covazza. Juste pour lier ce que disaient les deux Julien, je pense que pour moi la question que vient de poser le deuxième Julien est tout à fait fondamentale. C'est puisque ce sont les canistes qui vont modifier ou qui vont faire évoluer la CAN pour attirer des non-canistes, qu'est-ce que sont prêts à faire les canistes? Qu'est-ce qu'ils sont prêts à abandonner de leur CAN ou à modifier de leur CAN, tout en pensant que ça reste de la CAN, pour attirer d'autres personnes. À faire évoluer. À faire évoluer. Donc, quelles sont les évolutions qui sont acceptables et celles qui ne le sont pas, pour que la CAN reste à leurs yeux de la CAN tout en attirant des gens? Pour moi, cette question-là, elle est fondamentale. Ça fait partie pas d'une autocritique, mais d'une introspection qui me semble devoir être à l'origine de tout le reste. D'accord. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur l'image de la CAN? Ouais, Oui. aussi. Pour rebondir par rapport à ce que disait Jean-Marc, moi au contraire, je pense que tous les fondamentaux ils sont là, quoi. Il n'y a qu'à revenir à eux. Comment dire, je vois pas ce qu'il y a à modifier en fait. Pour moi tout est là, en tout cas pour la CAN française. Pour moi tout est là et l'idée c'est plutôt d'y revenir vraiment purement. Parce que effectivement, par exemple, pour ce qui est de l'image de la CAN, il y a cette problématique de vitrine. Par exemple, en ce moment, les gros événements de la CAN, c'est la compétition. Bon, à part ça, il n'y a pas énormément d'autres choses. Il y a compétition, on va dire, nationale, organisée par le comité, etc. Il y a aussi les compétitions plus amicales qui sont très intéressantes à mon sens. Par contre, ce qu'on peut remarquer quand même, je pense que c'est assez clair, suivant les clubs, suivant les gens, suivant les professeurs, suivant les orientations techniques et philosophiques par rapport à la CAN, il y a des grosses différences dans la manière de pratiquer. Et ça participe à mon avis d'une grosse confusion. Et je pense qu'il y a peut-être des incompréhensions par rapport aux fondamentaux de la CAN par rapport à ça. Donc ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que pour moi, il y a rien à modifier, il y a juste à en revenir aux fondamentaux et à bien intégrer toute l'élégance qui est liée à la CAN, son histoire, son patrimoine, tout son côté bien-être pour le corps par rapport à d'autres sports plus violents, on va dire, entre guillemets. Et il y a toutes des dimensions éducatives, de spectacles, artistiques même. Par exemple, on peut réfléchir à des événements un peu plus artistiques comme au karaté ou des prestations chorégraphiées, je sais pas. Sans parler du fait qu'on a la CAN, on a la double CAN, on peut rajouter les jambes pour diversifier, il y a les bâtons, voilà,
c'est c'est extrêmement riche, quoi. Donc on peut vraiment développer, quoi, à partir de ça. Il faut une base solide. Alors, sur la base solide, je pense qu'on est à peu près tous d'accord. Et globalement, les pratiques sur la pratique de base, ils sont très bien répartis entre les clubs. La seule manière, les seuls points où on a l'impression qu'il y a des grosses différences entre les clubs, c'est effectivement dans le cadre compétitif, parce que chaque club arrive avec ses biais, et que c'est ces biais-là qui ressortent en compétition. Maintenant, tous les gens qui viennent et qui se présentent à une compétition, à l'exception d'erreurs, d'anomalies, on va dire, savent faire un latéral extérieur. Ils seront tous d'accord sur ce que c'est qu'un latéral extérieur, par exemple. Donc cette base-là, elle existe et elle est assez bien répartie entre les clubs. Il y a effectivement la question que le comité national emploie massivement ses ressources pour les deux compétitions nationales qui sont les internationaux de France et les championnats de France, et que ça a été l'essentiel de l'animation nationale de la CAN. Il faut quand même rajouter aussi le stage d'Oléron, qui est un contre-exemple du fait qu'il n'y a pas que la compétition en l'occurrence, même si depuis quelques années il a changé dans sa forme. Donc oui, d'un autre côté, on est dans un sport de combat, et même dans des sports collectifs. On verrait, je sais pas, le volley. La plupart des animations, le volleyball ou le football, la plupart des choses qu'on voit, c'est des matchs. La plupart des choses qui permettent aux gens de se rencontrer en dehors de leur club, ça reste des oppositions. Donc dans les sports où il y a opposition, les championnats et ça, c'est effectivement la norme. Moi, ça fait très longtemps que je me dis, dans la CAN, il y a parfois des inimitiés entre personnes. C'est sûr que si on ne les fait se rencontrer que dans le cadre d'opposition et de compétition, ça va pas accélérer cette évolution-là. Ça va pas faciliter un changement à ce niveau-là. Donc c'est sûr que être capable de proposer d'autres choses que ça, c'est possible, mais ça pose toute une série de questions que plein d'autres sports n'ont pas résolues. Je sais pas, pour les autres sports que je vois pas forcément tant de stages ou de challenges qui seraient pas opposition. Je sais pas, en rugby, en football, en volley, pour les sports co, en escrime. Je sais pas si on a beaucoup de cas de rencontres d'escrimeurs qui vont faire du spectacle. Je connais des clubs d'escrime artistique. En tout cas, j'ai été voir rapidement ce que c'était, et c'était hyper intéressant. Mais les gens, ils travaillaient dans le club. Ils allaient pas. Il y a peut-être, mais je me trompe, peut-être qu'en capoeira, il y a peut-être des rencontres interclubs. C'est toutes les semaines. D'accord. Mais est-ce que la capoeira, c'est une question que j'avais envie de te poser tout à l'heure, elle s'inscrit pas plus dans un contexte culturel que dans un contexte de sport d'art martial, ou de sport de combat? Et, Voilà. et je pense que c'est la grande richesse que peut apporter la CAN, c'est justement d'y intégrer tout un bagage culturel, relationnel, qu'elle a peut-être un peu perdu dans son orientation purement compétitive. Je crois qu'elle l'a eu. Je pense qu'il y a eu des embryons. Alors, je vais parler comme un très ancien combattant, mais il y en a encore pire que moi. Je pense qu'à l'origine des Apaches, il y avait ça. Je pense qu'il y avait cette volonté de spectacle, mais pas de spectacle. Des Apaches de Paname, des Apaches d'origine des Apaches. Du nucléus originel. Des Apaches de Paname. Voilà. Pas des Apaches du 19e siècle. Non, des Apaches de Paname. Qui réglaient à grands coups de surin leurs problèmes. D'accord, je suis sûr. Des Apaches de Paname. Je pense qu'il y avait ça, cette visibilité qui pouvait être en direction d'un public pas forcément spécialiste. Avec donc une logique interne-externe, une respiration entre visibilité et expression personnelle, expression corporelle. Et je pense que pour ça, ils étaient assez proches de ce qu'on peut trouver dans la capoeira. Alors, ça me permet de rebondir sur le deuxième point que je voulais dire. Oui, autant le comité national a essentiellement pour mission, ou c'est essentiellement donné, mais ça c'est une autre question, pour mission l'organisation et le bon déroulement des compétitions nationales permettant la délivration de titres reconnus par l'État, etc., de champions, machin. Autant la pratique en région, et on le voit très très régulièrement, quand les clubs interviennent pour aller faire découvrir le sport, ce sont des démonstrations qui montent. C'est assez rarement
des oppositions ou des compétitions. Parfois, dans les démonstrations, on va caser 1 minute de compétition juste pour montrer l'équipement complet, etc., qu'il y a un arbitre, etc., et que, éventuellement, les gens qui sont intéressés par un corpus de règles riches voient qu'ils pourraient trouver à manger. Mais quand on voit ce qui est fait du côté de Bordeaux, je pense à tout ce qui se tourne autour de Guillaume Gattier, d'Anthony Fraisse, etc., ou de Pierre-Marie Hunter, enfin, on a des démonstrations qui sont très orientées sur l'artistique, en tout cas sur ce qu'on pourrait essayer d'appeler une canne artistique, encore qu'elle demande encore d'avoir un corpus peut-être comme en musique, on peut avoir des impros qui reposent sur un canevas, et je pense que c'est peut-être ce qui existe en capoeira, bien que je connaisse mal. Non, c'est beaucoup plus libre que ça. Donc, oui, mais on a quand même une codification des coups. Non. Non, pas du tout. Enfin, il y a des techniques, D'accord. mais que, de toute façon, comme il n'y a pas de points... Oui, mais, oui, mais si tu sors de la technique, tu risques quand même de donner un coup de coude et de blesser quelqu'un, c'est juste ça que je veux dire. Oui. D'accord. Voilà, c'était juste l'idée que pour pouvoir échanger librement, fallait parler un langage qui avait été bien défini, au risque de ne pas pouvoir s'écouter. C'est juste, ou de se blesser. Tout à fait. C'était juste ça. Donc autant la réalité quotidienne de la base dont tu parlais tout à l'heure, c'est qu'on fait, enfin, je pense que c'est le cas dans la plupart des clubs de France, c'est qu'on fait des démos qui sont démonstratives et qui visent à montrer soit la richesse, soit qu'on a... les dernières démonstrations qu'on a montées, par exemple, on présentait la canne, la double canne, le bâton, la canne de compétition, la canne 2 contre 1, qui est quelque chose qui n'existe pas dans les règlements, mais pas pour montrer que c'était justement à partir de ce corpus fondamental, on arrivait à faire des choses. Et les démonstrations qu'on a faites aux internationaux de France cette année, c'était au contraire vers les autres types de cannes, qui étaient la canne italienne, qui était la canne de défense, la canne Tota Pendaz et la méthode Lafont. Voilà. Donc, dans la réalité pratique des clubs, c'est des choses qui existent. La question, c'est est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce que c'est la solution? Est-ce que ça pose problème? C'est peut-être les questions qu'on peut se poser autour de ça. Mais je pense que c'est pas parce qu'il n'y a pas de championnat de France de double canne que on peut dire que ça n'existe pas ou que c'est considéré comme une mauvaise solution. Voilà. Alors, merci. Oui, Julien Rodelin. Excusez-moi, juste pour terminer là-dessus, je voulais juste rebondir à ce que tu disais tout à l'heure, Julien. Par rapport à la technique, honnêtement, nous, c'est pas du tout l'impression qu'on a du fait que la technique soit bien partagée, la compréhension et l'application de la technique, on va dire, pure, fondamentale. On trouve pas que cette connaissance soit totalement partagée par tout le monde et en tout cas pratiquée de la même manière. Nous, c'est clairement pas notre impression et on trouve que ça participe d'une certaine confusion, d'une certaine illisibilité. Je pense que ça participe aussi d'une grosse difficulté du point de vue de l'arbitrage aussi. Et tout ça participe à donner un déroulé, notamment, en tout cas au niveau des compétitions, assez difficile à reconnaître et à capter pour le public en général. Que ce soit un public de pratiquants ou, on va dire, loisirs, ou même un public qui ne connaît pas. Et souvent, on a pu avoir... juste pour finir là-dessus, je pense que la CAN, malheureusement, aujourd'hui, elle pâtit d'un certain manque de respect et de reconnaissance avec ce genre de problématiques. Les gens, ils vont pas comprendre. Et souvent, des remarques qu'on a, c'est un peu « Ah oui, c'est joli, ouais, c'est beau, quoi, c'est sympathique, tu vois, mais ça manque un peu de virilité ou comment dire, de crédibilité, quoi. » L'engagement physique Non, l'engagement physique, il y en a. Après, c'est plus, on va dire, d'un point de vue technique et de la fluidité des combats, quoi. Alors, tu parles et de l'incompréhension sur le déroulé, quoi. Ouais. Moi, j'essaie de parler. Est-ce que tu parles de la compétition ou est-ce que tu parles des démonstrations? Je parle de la compétition en particulier. D'accord. Quand tu dis que la technique est mal partagée entre les clubs, et tu penses que le public est capable de le distinguer? Je pense que quand la technique elle est bien faite, elle transpire. Tu vois, les gens ils reconnaissent quand même quelque chose qui est spécifique à la CAN. Et à mon avis,
enfin, d'après ce que j'ai pu comprendre, quand on a aussi un parcours sportif, bon, après là c'est un public spécial, mais les gens aussi sont capables de lire ce genre de choses et de le reconnaître. Par ailleurs, à ce sujet, je pense qu'il y a aussi un problème d'autorité technique nationale pour la CAN. Alors, est-ce que on est effectivement toujours sur l'image, mais c'est un peu transversal. Est-ce qu'on pourra revenir peut-être sur la compétition? Il y a un sujet justement là-dessus. Enfin, en fait, il y a même plusieurs sujets. Il y a à la fois quelles alternatives à la compétition, donc on a déjà commencé à en parler un peu. Il y a aussi un sujet qui est tout aussi intéressant et également transverse sur la compétition, qui sera comment faire évoluer la compétition. Donc là, je pense qu'on commence à rentrer dedans. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire une pause, à la fois une pause technique et une pause juste pour reprendre notre souffle. On passera la parole au public, répondre aux questions, et on passera au sujet suivant. Alors, je vous propose maintenant de poser des questions au public. Donc, sur l'image de la CAN, qui est intéressé? Donc, intervention, je peux faire passer le micro, s'il te plaît. Merci. Oui, aussi. Alors, moi, c'est Bernard de Rémus, je suis moniteur de CAN à Bois d'Arcy depuis 3 ans, et quand je regarde un petit peu notre histoire de la CAN, donc moi, ça fait 12 ans que je fais de la CAN, ça fait 8 ans que j'enseigne, donc je suis pas un jeune, je suis pas un vieux non plus. Je constate quand même que notre fédération, on est rattaché à une discipline associée de la boxe française, et j'ai pu constater au sein du club où je suis, qui enseigne toutes les disciplines associées, que notre propre discipline de la CAN de combat n'est pas connue, ne serait-ce au niveau des boxeurs. Donc tout à l'heure vous parliez d'image extérieure, c'est bien, mais il faudra peut-être aussi l'image interne, propre de notre fédération, pour qu'ils nous connaissent, qu'ils viennent voir, qu'ils viennent pratiquer, qu'ils viennent faire, qu'ils viennent enseigner, parce que même les moniteurs de boxe ne font pas de CAN. Pourtant ça devrait être dans le cursus, parce que moi j'ai eu, lors de mon passage de monitorat, un passage boxe à faire. Aujourd'hui, les boxeurs, quand je m'enseigne auprès d'eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont même pas l'examen de CAN. Donc, ils ne savent pas ce que c'est. Donc, je pense que déjà, pour moi, il faudra peut-être améliorer notre image interne fédérale avant de commencer vers un autre public, ce qui me permettra d'avoir d'ailleurs un meilleur appui. Alors, perds le micro. Qui souhaite répondre? Oui, non. Jean-Marc Covetza. Enfin, moi, pour être dans un club où on pratique autant la boxe, la savate forme que la CAN, je ne cherche même pas à attirer les boxeurs. Je pense que chacun, même si on a une fédération commune, mais je vois pas pourquoi on obligerait. Je préfère avoir des canistes convaincus que des boxeurs obligés. Et inversement, j'ai un style de CAN dans lequel l'accession au diplôme supérieur oblige à la pratique du pied-point et surtout du pied, puisque en CAN italienne, le passage du moniteur, à l'enseignement nécessite un combat et non pas un assaut. Je fais bien la différence. Un combat qu'on appelle full contact. Et qui impose l'usage de la canne à coup porté et pas à coup posé, et des pieds et de la main libre. Mais je préférerais avoir des boxeurs intéressés plutôt que des boxeurs obligés. Voilà, c'est ça le... Mais c'est déjà surtout que nos boxeurs ne nous connaissent pas. Oui, sur la méconnaissance, ça c'est absolument clair. C'est déjà le point important. Julien, Pour rebondir là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec toi Bernard, je pense que c'est un vrai problème et il y a effectivement, on trouve un manque d'engagement de la fédération en général par rapport à la CAN. Et ça c'est très clair et ça se sent assez, et je parlais de ça avec mon prof et il me disait que c'est aussi très difficile pour une section CAN de se développer dans une section de boxe française, ne serait-ce que pour des problèmes de salle, quoi. Il y a le ring, il y a pas forcément le plafond assez élevé, il y a la concurrence des créneaux horaires, c'est pas forcément le même public, parce que je pense que nous, on est à la CAN, avec tout ce qui vient avec la CAN, que ça soit d'un point de vue, d'un point de vue historique, artistique, etc., mais également sportif, on peut vraiment atteindre un public assez énorme, relativement facilement, je pense. Et donc voilà, c'est vraiment dommage, je suis d'accord avec toi.
Je précise juste un point. Aujourd'hui, il y a des pratiques qui se développent énormément. Je ne vais pas revenir à la capoeira, mais on parle par exemple du systema qui se développe hors fédération. Donc, l'appui d'une fédération n'est absolument pas nécessaire au développement d'une pratique. Juste un point à préciser. Oui, moi ça me choque pas tant que ça, dans la mesure où je pense que, bien que j'aime bien la boxe française, mais il se trouve que c'est par hasard presque, si on m'avait contraint à passer un diplôme de boxe française pour pouvoir faire de la CAN, je sais pas si je serais moniteur de CAN aujourd'hui. Je sais pas si j'aurais voulu avoir ce type d'investissement-là. Donc ça me paraît difficile de demander aux boxeurs d'être des porteurs de la CAN sans demander aux canistes d'être porteurs de la boxe. Dans un développement du sport en France qui est pas forcément hyper évident, on est mis en compétition avec toute une partie du sport qui est professionnelle, que ce soit à travers les grandes fédérations professionnalisantes avec beaucoup d'argent comme le football, etc. Et les problèmes éventuellement d'ailleurs qu'il y a derrière, ou que ce soit avec une professionnalisation du sport loisir à travers des choses comme, je sais pas, tous les clubs de sport, vous savez, qui payent, où les gens n'hésitent pas à payer parfois 3, 4, 5 fois ce qu'ils payent pour venir dans nos clubs de Cannes pour pouvoir aller faire des pompes. Je suis un petit peu mesquin peut-être en disant ça. On est dans on est dans un système qui est assez en équilibre instable, à mon avis. Il faut pas oublier que quand même toutes ces choses-là reposent uniquement sur la motivation et sur la passion des gens pour une technique, ou en tout cas ce qu'ils perçoivent d'une technique. Leur demander, et c'est vrai pour les boxeurs aussi, hein. Les boxeurs, c'est une grosse fédération, on fait partie de leur fédération, ils sont entre pratiquants plus nombreux que nous, mais ils fonctionnent comme nous sur des bénévoles qui sont souvent pas payés, et leur demander sous prétexte que ce serait plus cohérent pour le développement des disciplines, que tout le monde sache tout faire et puisse évangéliser sur toutes les disciplines simultanément. En fait, ça me paraît trop demandé, ça me paraît peut-être un certain gaspillage du temps et de l'énergie de milliers de gens qui sont déjà extrêmement admirables, je pense, par le temps qu'ils y consacrent. Vous voyez, on est tous là, on est dimanche, on a des familles, on s'est levé à 7h du matin pour venir discuter du sport qui nous passionne. Nous demander de discuter en plus d'autres sports qui nous passionnent pas, ça me paraîtrait beaucoup demander. Voilà. Donc oui, peut-être qu'il y a des choses qui sont à faire pour profiter mieux des synergies qu'on peut avoir entre la fédération de boxe et notre pratique de la CAN comme discipline associée. C'est sûr, on peut faire mieux. Encore faut-il voir comment, voir à quel point c'est rentable en termes de temps et d'énergie et de bénéfices. Voilà. Donc moi, ça me choque pas qu'il y ait pas, on m'a raconté qu'à à une époque plus ancienne, c'était beaucoup plus noué, c'était beaucoup plus fort. Peut-être que c'était un moment où il y avait aussi beaucoup moins de pratiquants, y compris dans la fédération de boxe française. Donc je sais pas si on peut atteindre 50 000 licenciés en demandant aux gens d'apprendre 2 disciplines qui n'ont rien à voir, parce qu'une fois qu'on sait faire de la boxe et qu'on prend une canne, on a quasiment à recommencer en tant que débutant. Enfin, je sais pas, pour ceux qui ont fait peut-être de la boxe plus que moi, j'en ai fait 1 an et demi. Je peux quasiment rien transposer. Ou je peux transposer à un haut niveau parce que j'ai une vision de la distance, parce que j'ai une vision de la parade riposte, parce que j'ai une vision d'être capable d'attaquer en continuant à me défendre ça. Mais c'est parce que j'ai un très haut niveau, parce que j'ai une grande expérience en canne que je suis capable de. Mais la technique de base, un fouetté, c'est pas un atterrisseur, quoi. Enfin, clairement. Voilà. Donc ça me paraît pas aussi choquant que ça, qu'il n'y ait pas une synergie obligatoire entre les 2 disciplines. Maintenant, et en plus je pense que c'est pas le même public. Ça engage que moi par contre. Je pense que les gens qui sont intéressés par du pied-point, avec un fantasme à travers les films, à travers les choses comme ça, d'aller vers des combats avec des KO, c'est pas exactement le même public que des gens qui choisissent une arme avec une médiation, on garde de la distance avec son partenaire, ou éventuellement on a le développement de règlements, même si on peut proposer des disciplines où le règlement est beaucoup plus, des pratiques où le règlement est plus allégé. Et par exemple, tu parlais toi de combat à la canne, je suppose en italienne. Oui, bien sûr. Ouais. Donc c'est quelque chose qui pourrait être envisagé.
Mais même comme ça, je suis pas sûr qu'on toucherait exactement le même public. Alors j'aimerais aussi juste revenir avant de passer la parole à Julien Modelin, réagir sur le fait qu'on n'ait pas de soutien de la Fédé. Je trouve que c'est pas tout à fait vrai, dans le sens où, par exemple, avec la Ligue, qui est une l'Île-de-France, qui est un organe décentralisé de la Fédé, comme on dit, on a quand même beaucoup d'ouverture, beaucoup de possibilités, des accès à des gymnases, cette salle-ci en partie aussi, et qu'on a un soutien. Il y a des moniteurs de boxe française qui m'ont contacté en tant que DTL, qui m'ont dit voilà, on veut se former à la CAN, on veut passer notre diplôme de CAN, en plus de notre monitorat ou BPGEPS de boxe française. Donc il y a une synergie qui est en train de se mettre en place. Donc, je peux parler en Île-de-France en tout cas, parce que je ne sais pas ce qui se passe dans les autres régions. Mais on a une volonté, je sais, la CAN est reconnue, la CAN est plus qu'acceptée, et on a un certain nombre de projets qui sont en train de se mettre en place. Ça va prendre du temps, ça c'est sûr, comme beaucoup de choses, puisque de toute façon, comme disait Julien, et un petit peu Jean-Marc aussi, c'est que étant donné qu'on a chacun nos pratiques, on a chacun nos créneaux aussi en parallèle, il faut gérer ça. Les canistes ne pratiquent en général pas de boxe française ou peu. Les boxeurs pratiquent essentiellement de la boxe et un peu de CAN. Donc il y a quelques rares exceptions évidemment qui pratiquent les deux, mais c'est quand même une minorité. Et du coup l'investissement que peut fournir chacun dans l'autre discipline est faible comparé à sa discipline primaire. Donc du coup ça se met en place doucement, ça va prendre du temps, peut-être plusieurs années, mais je pense qu'il y a un lien qui se fait de toute façon avec la Fédé, au moins via ce biais-là. Julien Modelin voulait intervenir d'abord. Merci. Oui, évidemment, je pense que ce qu'on disait aussi tout à l'heure par rapport à ce que disait Bernard, c'est aussi une impression générale. Après, il y a forcément parfois des exceptions, etc. Moi, ce que je constate, par exemple, très concrètement, c'est sur le site de la fédération, la présentation de la CAN est très, très succincte, par exemple. Et il y a des photos de canistes sur un ring. Bon. Les vidéos, c'est des canistes sur des rings. Et bon, enfin voilà, c'est ce genre de choses. Par exemple, de petits exemples, tu vois, qu'on peut multiplier. D'accord, mais c'est peut-être juste une question de communication entre l'équipe com de la fédération et l'équipe com du comité national. C'est-à-dire que peut-être qu'ils ont. Peut-être, ok, d'accord. Mais enfin, tu vois, c'est juste que c'est comme ça, quoi. Du coup, pour oui, mais il faut peut-être proposer quelque chose. Il faut peut-être proposer le changement. Oui, non, d'accord, je suis d'accord avec ça, bien sûr. Attends, t'as pas de micro, Ben. Merci. Réaction dans le public. Non, ce que je voulais dire, c'est que ça a beaucoup évolué. Il y a encore une petite décennie, au sein de l'ABF, la CAN, c'était peanuts, on était des rigolos. Je m'en permets d'en parler directement comme ça. On a eu même un procès avec eux, puisque pendant de longues années, ils nous avaient pas reversé en fait les aides qu'ils devaient nous donner pour permettre, si tu veux, à la CAN d'exister. Bon, ça c'est juste un petit volet, je voulais juste le dire. Donc il y a énormément d'évolutions, moi je trouve, au sein de l'ABF. Il y a une prise en compte de la CAN qui n'est peut-être pas encore à la hauteur de ce qu'on aimerait, de ce qu'on souhaiterait. On n'a peut-être pas les aides qu'on a, mais comme le rappelle Xavier, on a quand même, moi c'est ce que je vois comme ça depuis que je reviens depuis 4 mois, il y a quand même, enfin, dans les discussions que j'entends et que je perçois, il y a quand même une présence de la Fédé. Ils essayent de mettre des salles à dispo, ils essayent d'aider au maximum. Maintenant, ce sont des choses qui s'installent et, comme tu dis, qui vont prendre peut-être un peu plus de temps. Et ça continuera justement grâce à ce type de réunion-là. C'est-à-dire que moi, je tenais déjà à vous remercier parce que ce genre d'assises, on n'en a jamais eu. On n'a jamais eu l'occasion de pouvoir réunir, en tout cas, un ensemble de tireurs, d'enseignants qui pouvaient réagir sur l'évolution de la CAN. Donc ça, c'est important. Maintenant, la deuxième étape, ce sera peut-être de le faire au niveau national, puisqu'on n'est pas les seules écoles parisiennes. Enfin, il n'y a pas que les seules écoles parisiennes, il y a aussi toutes les écoles nationales. Il y a de très belles CAN qui sont pratiquées. Et ce que tu posais, la question que tu posais justement sur la pratique même, enfin on va dire le style même de la CAN, le problème d'unifier en fait, on va dire. Attendez, moi ça me fait chier ce micro. Je peux le mettre quelque part parce que ça me gêne.
Donc, attends, alors moi je viens sur la... Enfin, je m'en fous, je viens là, mais c'est juste le poser, j'ai pas envie de... voilà, tac. Sur le problème d'unifier la pratique de la CAN, je trouve que c'est assez intéressant. Moi, je suis venu à la CAN pour des raisons spectaculaires, tu vois, parce que j'ai trouvé ça beau. J'ai trouvé que c'était une vraie chorégraphie de mouvement. Il y avait un vrai moyen de pouvoir de pouvoir permettre à quelqu'un de s'exprimer à travers le mouvement. Et cette CAN-là, c'est une vraie chorégraphie, c'est une danse. À chaque fois que moi j'en parle, dans ma pratique, j'en parle comme ça. Je suis pas venu forcément pour l'aspect, comment dire, opposition de la CAN, même si après, dans un deuxième temps, ça m'a plu, parce qu'on est rentré dans le jeu. Après, moi, je suis rentré dans le jeu de la compétition, ça m'a plu. Mais je m'égare, je veux pas m'égarer. Je voulais revenir quand même, non, parce que en fait, vous parlez de plein de trucs super intéressants qui sont super importants. Quand tu parles... Non, mais c'est vrai. Alors, attends. Quand on parlait du mouvement, de se dire l'image de la CAN, comment on peut faire. Voilà. Après, il y a eu plein de choses qui ont été évoquées. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il y a un truc qui se passe qui est super intéressant. Moi, je suis un ancien, j'ai commencé en 88, donc ça fait 25 ans que je connais la CAN. J'ai traversé pas mal de phases très différentes. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on est dans une phase d'évolution. C'est-à-dire qu'on est dans un mouvement dynamique, et heureusement pour nous, qui nous permet de s'approcher de plus en plus vers une pratique qui évolue, esthétique. Là, il y a des évolutions arbitrage, je vais en parler parce qu'elles sont importantes. Ces évolutions arbitrage, moi, je me les suis pris de plein fouet il y a 4 mois. J'étais plutôt un tireur qui est physique, qui est un peu un fixeur, qui ne rentrait pas dans le principe forcément tout le temps du principe de parade-riposte, etc. J'aimais bien l'enchaînement, j'aimais bien la rapidité, etc. Je me suis pris plein fouet, en fait, les évolutions d'arbitrage. Au départ, j'ai eu une réaction extrêmement un peu violente de me dire c'est pas possible, pourquoi. Donc j'ai pris le temps. Après, il y a eu forcément à l'issue de ça, tu te dis soit j'arrête, soit je continue. Mais si je continue, il faut que je tienne compte de l'évolution et il faut que je m'adapte. Comme dans mon jeu de tireur, je peux m'adapter. Comment je peux, voilà. Donc Xavier qui nous entraîne m'a expliqué, il a essayé de me faire rentrer dans le jeu et je me suis aperçu qu'il y a une évolution qui est extrêmement intéressante, qui est une évolution stratégique de la CAN. Ça, je parle plus dans le domaine de la compétition. Et c'est intéressant parce que c'est de la stratégie pour de l'efficacité, mais je me suis aperçu que quelque part, ça laissait des espaces pour faire revenir une CAN spectaculaire au sein de la compétition. C'est-à-dire une CAN avec de la volte, avec de la manip, avec du ralentissement qui est peut-être contre nature par rapport à un sport de combat, mais je trouve ça intéressant, même si c'est pas mon jeu. Mais je me suis dit, bon, il y a une évolution, donc ça, faut en tenir compte. Je dis ça parce que, par exemple, quand on cherche à se dire... non, je dis, ça, c'est un peu décousu, mais moi, j'ai pas pris de notes, je vous écoute, etc. Mais, pense image de la CAN. Restons dessus. Alors, après, tu pourras réintervenir sur autre chose. Je pense à spectacle, en fait. Moi, c'est ça. Aujourd'hui, ce que j'ai constaté depuis 10 ans, c'est que quand je regarde la CAN, ça m'intéresse... Bon, je suis compétiteur, donc je suis dans l'efficacité, on va dire. Mais je me dis, merde, putain... Je vois plus un seul tireur qui fait des trucs de fou, quoi, dans les combats. Et je me dis, là, on a la chance de peut-être revenir à une CAN beaucoup plus stylisée, moi, celle qui m'a fait revenir, avec beaucoup de sauts, beaucoup de manies. Alors, on y reviendra sur l'évolution de la compétition, si tu veux bien. Non, mais parce qu'en termes d'image... Je sais bien que ça reste. Oui, je sais bien. En termes d'image, on reste sur l'image. Je vais recoller après à ça, c'est... Au final, c'est-à-dire, après ce que tu disais techniquement, qu'est-ce qu'on offre comme image générale ? Donc, image générale, c'est quand on vient à une compète et qu'on voit, excusez-moi, hein, les compétiteurs qui sont plus hauts, qui arrivent en phase finale, c'est rare de voir des très belles finales, quoi. Voilà, c'est rare de voir une richesse de technique, etc. Bon, on peut se dire c'est normal. Maintenant, peut-être qu'avec cette évolution-là, on va nous permettre de faire revenir les six techniques en place et de faire revenir des enchaînements, des belles choses. C'est-à-dire qu'on risque d'avoir de nouveaux tireurs qui vont faire des belles propositions stylistiques, qui vont nous ouvrir des opportunités ensuite derrière en termes d'image. C'est-à-dire de se dire, bon, ben voilà, on va avoir des belles choses qui vont être créées, qui vont permettre à l'ensemble d'une population de se dire, tiens, il y a un mouvement général qu'on voit qui est riche physiquement, qui est riche techniquement, qui peut en fait être pratiqué par l'ensemble de tout le monde, c'est-à-dire pas forcément des gens qui sont très sportifs,
ça peut être des grands sportifs, comme ça peut être des gens pas sportifs, et ça peut être, voilà, ça peut être juste des gens qui viennent comme ça pour la pratiquer pour le plaisir. Donc si je synthétise, là, je parle tu parles de l'image de la CAN via la compétition, en fait l'image de la compétition, Alors, voilà. l'image de la CAN Oui, via la parce que compétition après, pour toucher. Derrière, ça peut ouvrir Oui. d'autres opportunités. Après, l'autre question, je vais dire un peu les choses comme ça. L'autre question aussi, Alors, seulement si ça reste dans le quand sujet. on se pose la question de l'image de la CAN, c'est aussi, il faut se poser la question du club, du profil du club. On a des clubs qui sont sportifs compétition, il y a des clubs qui sont beaucoup plus détente, beaucoup plus, voilà, on vient, voilà. Après, de se dire, le public, en gros, la CSP qui vient dans les catégories, en fait, voyez, de gens qui viennent, ils viennent pour des raisons bien particulières. Il y a des gens qui viennent pas forcément que pour la CAN, ils viennent pour retrouver une famille. Ben, juste une seconde. On va aborder la question du public juste après, donc ça fait une super transition. Est-ce que on peut juste, tu peux marquer juste une pause ici, Ouais. juste le temps qu'on voit s'il y a d'autres questions sur l'image de la CAN, et après on enchaîne sur le public. D'accord, ok. Parce que ça a un impact. Enfin, encore une Non, fois, mais les sujets sont alors, juste pour transverses. finir sur l'image. Alors vas-y, Alors, quand termine. tu parlais du steampunk, voilà. Bon, alors, moi, le seul truc du steampunk, je trouve ça super sympa, mais quand tu prends les références de boxe anglaise, ça, ce sont des sports qui sont ultra connus, avec une cinématographie qui est énorme. Le steampunk, on connaît, personne ne connaît. Après, moi, je pense que effectivement, quand Julien dit, on a la CAN, on a des bases fondamentales, patrimoniales et historiques qui sont intéressantes, qu'il faudrait peut-être qu'on aille recreuser, peut-être exhumer des choses pour recréer une image, une identité, etc. Ça, ouais. Maintenant, le steampunk, j'ai peur qu'effectivement, ça referme sur un public. Je suis assez d'accord avec Jean-Marc. J'ai peur qu'on s'adresse qu'à un type de public et que ce soit pas forcément. Moi, je me ressens pas. Enfin, voilà. Julien Falconet. Alors, sur la question du steampunk, je n'en faisais pas la panacée. Je disais, on a un déficit imaginaire. Aujourd'hui, si on avait dû convaincre que la CAN devait être le sport de démonstration de toute fiction liée au 19e siècle, ça aurait déjà été fait. Il n'y a pas eu de démonstration de CAN. Il y a des vagues allusions extrêmement discutables de temps en temps. Même dans, je sais plus, la dernière série sur Sherlock Holmes modernisée, à un moment il parle de canne de combat en français, je serais très étonné du terme qui est utilisé en anglais, et c'est cité une fois dans 2 épisodes. Donc, c'est pas, on n'a pas ça. La question, c'est comment on peut l'avoir, d'où est-ce que ça pourrait venir. Le steampunk est un milieu qui va peut-être déboucher sur rien, mais qui va peut-être être une des grandes sources d'inspiration d'un certain nombre de fictions dans les années qui viennent. Si c'est le cas, c'est pour moi le milieu que je vois se développer en termes d'imaginaire, qui est à la fois le plus perméable à la CAN parce que ça leur apporterait une dimension éventuellement sport de combat qui est totalement cohérent avec leur esthétique, et avec l'esthétique historique à laquelle ils se rattachent, et à la fois qui fonctionne puisqu'on voit le développement d'une littérature, le développement de mouvements esthétiques à travers la couture, etc., et le développement de la BD, et le développement... Ce ne serait pas du tout étonnant que les prochaines adaptations cinématographiques qu'un certain nombre d'adaptations cinématographiques tapent dans le steampunk. Et dans ce cas-là, si on a su être là, à ce moment-là, et se proposer comme le sport qui peut servir de base aux scènes d'action, ça pourrait mener à le fait de toucher un grand public. Je ne dis pas que le steampunk sous sa forme de cosplay très orienté sur un public plutôt geek, etc., fan de conventions, etc., doit être notre seul public, loin de là, on est d'accord. Enfin, je veux dire, clairement là-dessus, voilà. Alors, rapidement Jean-Marc Covazza, puis on va terminer là-dessus parce que sinon on va pas avoir le temps d'aborder d'autres sujets, même si tout a été extrêmement intéressant, hein, je suis d'accord, mais on aura peut-être aussi l'occasion de revenir dessus sur d'autres sujets. Donc, d'abord, une petite intervention de Jean-Marc Covazza, puis après, lier question. les 2 points sur l'aspect fédéral et l'aspect image. Par pure observation, je pense que en général, quand on veut impulser une image, quand on veut promouvoir une image, ça vient du haut, parce qu'il faut des moyens. Par contre, si on veut faire confiance à une base, il faut lui laisser la liberté de créer ces images. Je prends juste un exemple, c'est celui du golf. Il y a quelques années, s'est développé le golf de rue. Et ça a marché ça a marché énormément. C'est du golf de rue, de terrain vague, et on jouait partout. Sur la plage, dans des bidonvilles, on jouait partout. Je doute que ça corresponde à l'image d'origine ou à l'image que voulait promouvoir la fédération de golf. D'ailleurs, ce n'était pas vraiment les mêmes catégories socio-professionnelles. Les types avaient un club, une balle
et il s'éclatait avec. Et ça a diversifié énormément le public du golf. Mais c'est une image qui est venue de la base. C'est une idée qui venait d'un pratiquant. Donc attention, si on veut promouvoir des images à peu de frais, il faut plus faire confiance à la base qu'à une image qui viendrait du haut, qui, elle, par contre, nécessite et un consensus et des gros moyens. Voilà, j'ai fini sur les deux liens. Deuxième question du public. Ouais, donc moi je suis un pratiquant de base et je vois qu'ici on a 3 approches assez différentes de la manière dont on devrait promouvoir la CAN. Et j'ai pas l'impression que ce soit un problème en fait. Pour moi c'est quelque chose qui devrait être laissé à l'appréciation des différents clubs. Chacun fait un peu ce qu'il veut localement. Mais par contre il me semble qu'on devrait chacun, enfin tous avoir une base technique commune. La CAN ça doit rester un sport. Moi par exemple, j'ai pas envie qu'on me colle un certain imaginaire, d'ailleurs il y en a plusieurs. J'ai l'impression que si on faisait ça, on pourrait se couper d'une partie des pratiquants, de ceux qui pratiquent déjà. Et par contre, en fait, j'étais à la compétition internationale la semaine dernière et ma belle-sœur et mon beau-frère sont venus. Et qu'est-ce qu'ils nous ont dit ? Ils nous ont dit, bah, des fois c'est joli à regarder, mais globalement c'est chiant. Et pourquoi c'est chiant ? Parce que c'est arrêté toutes les 30 secondes ou même plus souvent que ça. Et à mon avis, la raison, c'est que on pratique pas tous la même CAN. Il y a des choses qui sont enseignées sans doute dans d'autres clubs qui ne sont pas du tout enseignées dans le mien. Et moi, en tant que tireur, si je me retrouve en face de quelqu'un comme ça, je ne sais pas comment réagir. Et inversement, évidemment. Et il me semble qu'on devrait essayer peut-être d'uniformiser les pratiques. Et ça permettrait, il me semble, dans les compétitions, d'avoir quelque chose de plus fluide et de plus joli à regarder. D'accord, merci. Réaction, Julien Falcon. Oui, alors je réponds avec une autre casquette, peut-être. Enfin, j'ai plusieurs casquettes sur la question. Sauf que je suis juge-arbitre national et que donc j'étais en particulier arbitre sur ces compétitions. Et la question de arrêter souvent la compétition ou la question de faire évoluer le règlement pour que la CAN soit plus jolie sont des questions qui reviennent très régulièrement. Et laquelle on a peut-être l'occasion de répondre après. Très régulièrement. Il y a beaucoup d'arguments, on va dire, dans plusieurs directions. Comment essayer de poser ça clairement et rapidement ? Sur la question de faire que ce soit joli, est-ce que c'est la question de la compétition est-ce que c'est la question du règlement de compétition, de que ce soit joli ? Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'on demande au volet d'être joli ? Donc, non, voilà, mais sinon, parce qu'on dit parfois c'est joli, parfois c'est pas joli, ça. Donc, sur la compétition, moi, j'ai fini par trouver une posture qui est, à mon avis, il faudrait des compétitions qui abordent d'autres choses que ce qui a été défini dans le règlement fédéral de compétition. Il faut savoir que, quand même, pour avoir beaucoup travaillé sur ce règlement, le règlement fédéral, le règlement national de la compétition, est le seul document à ma connaissance, qui est ce niveau d'élaboration-là en France, dans la discipline. C'est-à-dire que la CAN, ça n'est pas que la CAN de compétition. C'est un credo personnel, et je pense qu'il y a peu de gens qui prétendront le contraire. Loin de là. La CAN, ça n'est pas que la CAN, le règlement de compétition, par exemple, ne s'applique pas du tout à double CAN. Essayer de suivre une reprise de parade riposte sur une double CAN, c'est pas possible. C'est techniquement impossible. C'est pas seulement difficile, c'est techniquement impossible pour avoir essayé de le faire. Donc, le règlement de compétition tel qu'il est structuré aujourd'hui, tel qu'il a subi de nombreuses versions, tel qu'il a été élaboré, c'est le texte le plus élaboré qu'on ait sur la CAN et qui existe au monde à mon avis. Mais ça ne décrit qu'une pratique compétitive qui a décidé que, voilà, le principe qui devait fonder, c'était toucher sans être touché. Voilà, c'est ça. Et à partir de là, on a essayé de décliner tout le reste. C'est une vision de la CAN, ça n'en est qu'une. Si on décide de rentrer de la démonstrativité là-dedans, on doit changer ce paradigme-là. Parce que pour toucher, c'est pas nécessaire de faire des choses jolies. C'est souvent ce que je dis aux gens qui me racontent, oui, alors si j'avais une canne dans la rue, etc. Oui, peut-être on peut trouver des choses qui sont intéressantes avec une canne, mais il faut déjà avoir une canne dans la rue, il faut que les situations s'y prêtent. Si ton objectif, c'est simplement de mettre hors de combat un adversaire, il te faut une poignée de sable, un coup de genou dans les couilles, poignée de sable dans les yeux, coup de genou dans les couilles, et on a fini. Et on fait pas d'élaboration, on fait pas le sport avec ça. Ou un flingue, ça va plus vite. Fin de la réponse de Julien. Donc, ok, on passe rapidement sur les aspects. Effectivement, ta question posait plutôt sur le fait que c'était souvent arrêté. C'est le fait.
Mais le fait que c'est souvent arrêté participe au fait qu'effectivement la discipline est un petit peu plus lisible dans sa forme compétitive. Mais quand je regarde une compétition d'escrime, à part les lumières qui s'allument, je comprends pas forcément pourquoi c'est celle-là plutôt que celle-là. Donc c'est quelque chose qui est transposable à tous les sports qui atteignent un certain niveau de technicité. Ah, t'as pas de micro. Ah, bon, pardon. Précision de la question. Il me semble qu'on pourrait avoir un avantage sur un sport comme l'escrime. Il me semble que l'arrêt n'est pas nécessaire à la canne. Je veux dire, ok, admettons que le principe de parade riposte soit pas respecté. Bah, le juge accorde pas les points, mais est-ce que vraiment c'est nécessaire que l'arbitre arrête l'assaut? Alors attendez, parce que là on est en train de dévier, on va plus loin. Là on est en train de déborder sur le sujet compétition, donc on y reviendra dessus après. Je réponds rapidement. Je réponds rapidement. Si jamais ce n'est pas arrêté, ça devient illisible par les juges pour ce qui suit la première faute de parade riposte. Donc c'est une des raisons pour lesquelles les fautes de parade riposte sont systématiquement arrêtées. C'est difficile, c'est compliqué, on pourrait faire mieux. Bien sûr, alors je vais revenir par contre sur l'image de la canne, et notamment l'idée qu'on peut avoir que c'est parce que les gens n'ont pas été formés pareil. Alors d'abord ils n'ont pas été formés pareil, ou parfois ils n'ont pas été bien formés, ou parfois ils font pas ce que leur prof leur a enseigné. Moi j'ai des coachs, je me souviens d'un prof, quand je mettais un avertissement à son tireur, je voyais le coach qui exultait, parce que enfin le truc qu'il lui a dit pendant 6 mois en club, et où l'élève refusait il l'acceptait. Donc j'ai vu aussi ça, les gens qui arrivent en compétition ne sont pas le pur produit de la compréhension de la canne qu'a leur prof. Ils viennent aussi se faire la main en compétition, ils ne sont pas parfaits, et en plus les règles de compétition font que chacun tire à la limite de son incompétence, à tous les niveaux. Et que donc, même des tireurs qui seraient capables à un niveau, à un cran en dessous en termes de vitesse, de faire une canne parfaite, ils vont choisir d'être au cran où l'arbitre va les arrêter en disant stop, là tu n'es plus compétent à cette vitesse-là. Et ils vont chercher à ce que l'arbitre les règle, plutôt que de se régler eux-mêmes et de risquer d'être plus lents que leur adversaire. C'est un paradoxe de la compétition, c'est qu'on se pousse nous-mêmes vers notre incompétence jusqu'à ce qu'on y soit limité et qu'on dise stop, là tu peux plus aller plus loin parce que ce ne sera pas efficace. Et ça, c'est vrai que c'est un problème. Sur les différences de formation, alors on peut en parler. S'il y a des différences de formation, s'il y a des différences d'enseignement de l'arbitrage, d'enseignement de la technique de référence ou du règlement de référence, oui, ça c'est un problème de développement, c'est un problème de communication entre les clubs et entre le club et le comité directeur qui est normalement garant de la communication autour des règlements et de la transposition. Et pour être aussi membre du comité directeur, je sais que c'est un problème qui revient régulièrement. Comment faire pour que ces règlements qui nous paraissent clairs à nous, qu'on envoie par écrit au club, soient correctement transposés dans les clubs, soit à travers 2 freins principaux qui sont la compréhension du règlement avant la compétition, parce que parfois ils ont lu des choses puis ils ont compris autre chose, soit le fait que le règlement n'est pas lu. Parce que, pour plus de raisons historiques, il y a une défiance par rapport au nouveau règlement, etc. etc. Donc voilà, c'est mais ce sont des freins qui existent, dont le comité directeur, puisque c'est lui qui est garant de la correcte application de ces règlements, est conscient. Alors, peut-être, t'as pas de micro. Alors, cette dernière question et la réponse, il y aura une personne qui répondra, ce sera tout, sinon on n'aura jamais le temps d'aborder d'autres sujets. Attends, Benjamin. Et justement, est-ce que pour l'image de la canne, par rapport à l'évolution qu'il y a de l'arbitrage et de sa pratique, est-ce qu'il ne faut pas du coup communiquer sur des aspects esthétiques de la canne, stratégiques du coup, puisque c'est vraiment, moi, le sentiment que j'ai, c'est que c'est un nouveau volet de la canne qui commence à être extrêmement présent. Donc, est-ce qu'il ne faut pas, à un moment aussi, communiquer là-dessus, voilà, sur l'élégance, l'esthétisme, l'artistique, la stratégie, et puis le côté physique et sportif de ce sport-là, avec en même temps des valeurs plus universelles qui font aussi le succès des grands films, qui peuvent être la solidarité dans un club, le fait le bien-être, l'expression corporelle, etc. Est-ce que ça suffirait pas pour justement essayer de travailler son image et voilà. Encore une fois, pour avoir assisté à beaucoup de discussions du comité directeur, il n'y a pas du tout d'exclusion de ces trucs-là. Il y a un manque de force de travail
globale, parce que faut pas oublier que par exemple les gens, on se retourne souvent. Pour moi, on a perdu beaucoup de temps, les clubs à se retourner vers le comité directeur, et je comprends maintenant pourquoi ça s'est passé des deux côtés, et le comité directeur à attendre des choses de la fédération. C'est pas exactement comme ça en fait, que à chaque fois il y avait une incompréhension de l'instance du dessus, et c'est pour ça que je suis rentré au comité directeur, et c'est pour ça que bon, peu importe. Mais le fait que ça peine à se développer, ça vient aussi de notre faible nombre, du fait qu'au niveau du comité national, ce sont des gens qui sont eux-mêmes déjà moniteurs, parfois compétiteurs, organisateurs de compétitions, et qu'ils ont une pratique du terrain qui leur demande déjà un certain nombre de jours par semaine, et que le comité directeur national arrive, entre guillemets, aussi après. Alors parfois avant, mais un certain nombre de fois après, et que là-dessus, il y a... alors avec, bien sûr, toutes les questions qui se posent dès qu'on essaie de déléguer, etc., l'idée que on fait ce qu'on arrive à faire, et que peut-être on pourrait faire plus, mais que peut-être on pourrait être plus à faire. Voilà. Alors merci, on va s'arrêter là-dessus, bien que je pense qu'on pourrait encore disserter pendant des heures, parce que c'est un sujet qui est relativement vaste. Et je pense qu'on aura de toute façon l'occasion de recouper avec d'autres sujets, donc on pourra revenir dessus. Je vais remercier donc Julien Maudelin, donc moniteur CQP à Rose Couverte et moniteur de bâton de Joinville, futur moniteur, bientôt. Jean-Marc Ovazza, moniteur CQP à BF Viroflay et instructeur de canne italienne. Et enfin Julien Falconet, également moniteur de canne de combat, juge arbitre national, président de Cannes Dragon. Non, justement, je voulais corriger. Ah, excuse-moi. C'est Philippe qui est extra-président. D'accord, autant pour moi. Trésorier de Cannes Dragon et vice-président du CNCCD. Merci messieurs. On se retrouve précédemment pour revenir.